Ils étaient tous Camerounais, ils étaient enseignants-chercheurs, animés d'une volonté mettre leur substance grise au service de la science et de leur pays. Ils étaient conscients des missions de l'université entre haute diplomation, recherche et appui au développement, mais le sort, du moins l'ignorance et la psychose de Boko Haram ont eu raison d'eux, stoppant dans une violence indicible ce parcours de chercheurs pratiquement à la fleur de l'âge. La vie s'est arrêtée pour eux, la télévision marque un arrêt pour ces martyrs de la science sacrifiés à l'autel de Boko Haram. Balafon Télévision, ce soir, dans l'obscurité du deuil, allume ses projecteurs et revient sur ces clichés sombres de Soulé des Rois. Des vies perdues à jamais, un prétexte fort pour examiner ces faits macabres, les passer au crible des réflexions et d'analyses pointues et en parler avec notre accent pour prévenir à l'avenir ce type d'actes qui trahissent toute la noirceur de la vindicte populaire. Dans les prochaines 86 minutes, nous vous promènerons aussi dans les rues où un autre type de violence sévit, la rareté des pièces de monnaie sonnantes et trébuchantes. La BEAC, de nouveaux sauveurs avec la mise en circulation prochaine d'une nouvelle gamme de pièces. Merci une fois encore d'avoir choisi Balafon et de rester avec nous ce dimanche 20h. Bienvenue à Accent 237. Un plateau véritablement composite des intelligences variées, mises justement en commun pour essayer de comprendre tout ce qu'il s'est passé autour notamment de ce décès et de cet assassinat, j'y arrive, tragique de ces chercheurs. Moussa Njoya, vous êtes politologue, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre invitation. Bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Qui vous regardent, qui vous attendaient justement avec beaucoup d'impatience. Moussa Njoya sur le plateau de Balafon Télévision, encore moins de Accent 237. Faut pas exagérer non plus. De toutes les façons, on n'exagère pas, on dit les choses telles qu'elles sont. Et juste en face de vous, nous avons d'autres profils assez intéressants, puisqu'on parlera de l'argent, évidemment. On parlera de l'argent avec un spécialiste, Edmond Kuaté. Bonsoir et bienvenue sur Accent 237. Bonsoir Xavier, bonsoir à tous ceux avec qui j'aurai l'honneur de partager le plateau ce soir. Bonsoir également à tous ceux qui nous font l'honneur de nous écouter dans leur maison. Alors, ce qui a été dit pour l'un vaut également pour l'autre, encore que nous avons eu des petits commentaires comme quoi Edmond Kuaté sera sur votre plateau. C'est clair que les questions de finance et d'économie seront simplifiées. C'est comme ça qu'on vous connaît. Disons ça comme ça, comme l'a dit mon ami Moussa Njoya, il ne faut pas exagérer non plus. Quand on peut, on fait ce qu'on peut. Merci Edmond. Il s'agit de la connaissance, personne n'a la science infuse. On fait juste ce qu'on peut. Et il reste modeste. Évidemment, notre troisième panéliste pour ce soir, il est non seulement médecin, oncologue, mais il a une autre casquette, d'autant plus intéressante pour une thématique comme celle-ci. Il est anthropologue. Bref, vous êtes chercheur. Alors, Monsieur Ndjok, bonsoir et bienvenue sur ce plateau de Accent 237. Bonsoir, Monsieur Raoul. Bonsoir aux millions de téléspectateurs. Bonsoir au cours du temps. On pourra faire ce qu'on pourra. Merci. Nous sommes déjà là. Bon, le débat est parti. On permettra aux populations, ou du moins aux téléspectateurs, d'en savoir un peu plus autour de cette histoire macabre. Oui. Revenons justement sur le plateau et disons-le tel qu'il est. Leur nom, Monsi Frédéric, chargé de la recherche au service, au centre de la recherche géologique et minière de Garoua. Docteur Bello, bienvenue, enseignant vacataire de géologie structurale dans les universités de Garoua et de Ngaoundéré. Oumarou Kolibé, prince de Méry, guide et transporteur à moto des deux chercheurs. Ils ont été brûlés vifs le 2 mars dernier à Soulé des Rois, dans l'extrême nord du pays. Leurs familles ont pris justement d'assaut les services du gouverneur de l'extrême nord lundi dernier. Objectif, exiger la restitution des restes de leur corps, notamment de leurs enfants, de leurs fils, époux, collègues qui avaient été enterrés dans une fosse commune, tenez-vous bien. Une population en furie qui s'est calmée grâce à la diplomatie et au tact du secrétaire général des services du gouverneur, Évariste Atangana-Zoa. Il représentait son patron empêché, comme vous le regarderez dans cet élément, cette correspondance que signe Michael Dopas pour Balafon Média. Regardez. Visiting the bereaved family of Umaru Takalaye, who was recently burnt alive in Sulet Roa by mob that mistook him for a Boko Haram terrorist, Senior Divisional Officer Jean-Marc Kwambaga pleaded with the family not to seek revenge for the death of their son, brother and father. Je suis venu rassurer les populations de mon département, du Diamlaré et du canton de Doudou que la vengeance ne règle rien.
Je ne peux pas entendre que les gens de Douroum disent que nous on va venger Oumarou. C'est Oumarou, non? Oui, oui. Ça ne sert à rien, la vengeance. The Diamari SGO assured them that the 20 suspects arrested in connection with the incident will face justice. Dieu le sait, ces gens vont faire ce qu'on les Camerounais a dit, lire-leur. Ils vont lire-leur. Et ça va donner de leçons à d'autres personnes de ne plus jamais poser ce genre d'acte. Following the horrific incident, the SGO proposed a traditional cleansing ceremony to prevent similar occurrences. Je crois que je ne suis pas du côté de Bayo Tadara, mais il faut des rites traditionnels pour que ce genre de choses cessent. Oumarou Dakalaye was the driver and guide for university researchers who were also killed, and the victims' families have been demanding the return of their loved ones' bodies. Marois, ce 10 mars 2025, la tension était vive ce matin devant les services du gouverneur de l'extrême nord, où des familles en deuil ont exprimé leur douleur et leur indignation. Parents, amis et collègues des universitaires et chercheurs sauvagement assassinés à Soulé-des-Rois, dans le département du Mayo-Tchanaga, sont venus réclamer les restes des corps de leurs proches. Nous voulons le corps de nos amis, nous voulons le corps de nos fils, nous voulons le corps de nos frères, de nos amis. Et la justice pour tous. Je suis choqué de la mort de mon fils ici. On l'a abattu comme un chien. Même la mort d'un chien, on ne peut pas faire comme ça. On le tue, on le jette, mais on ne le brûle pas. On ne brûle pas son corps. Mais pour mon fils, on l'a tapé bien, tué et brûlé encore. Face à la pression, les autorités administratives ont tenté d'apaiser les esprits, demandant aux familles de patienter encore un peu, une réponse jugée insuffisante par les manifestants qui redoutent que cette attente ne dissimule d'autres complications. Ça fait pratiquement une semaine que les faits sont déroulés. Nous nous attendions quand même à des déclarations de l'administration de manière officielle pour des indignations, également pour nous dire ne serait-ce que condoléances. Alors, ce qui n'a pas été fait, nous avons sollicité donc de monsieur le gouverneur qu'un communiqué ou alors qu'il y ait une communication relativement à cela. Sur le plan judiciaire, l'affaire suit son cours et relativement à l'autre sollicitation, il va avec la plus grande diligence possible demander à sa hiérarchie, à qui de droit, que les procédures d'exhumation également sollicitées puissent avancer avec la plus grande sévérité. Cette tragédie qui endeuille une fois de plus la communauté académique relance la question de la sécurité dans cette région en proie à des violences récurrentes. La population, lassée de ces drames à répétition, attend désormais des actes concrets de la part des pouvoirs publics. You were earlier listening to the report did by Fondrine Marquez and also another report by Michael Dopas. Alors justement, nous revenons sur ce plateau Moussanjoya. Nous venons d'écouter ces deux reportages successivement en français et en anglais. Est-ce que là, on peut y lire les signes d'une société en panique ou alors pratiquement une société camerounaise qui est pratiquement malade de la psychose Boko Haram? Oui, mais au-delà de Boko Haram, c'est une société camerounaise qui est d'abord prise dans un engrenage global de violence. Parce que nous le vivons chaque jour. Les Camerounais sont si prêts à en découdre pour le moindre fait. C'est-à-dire pour regarder comment les gens se comportent sur nos routes. Un motoman vous dépasse, mon frère, c'est quoi comme ça? Ce qui sort de sa bouche, après ça dégénère, etc. Regardez ce qui se passe dans nos écoles. Les élèves contre les enseignants contre les élèves. Vous ne pouvez pas, si on faisait un peu un monitoring du nombre de morts, soit des enseignants ou d'apprenants, dans nos établissements, du fait des relations directes entre ces deux, vous serez surpris. De quoi? Du nombre de personnes, d'enfants qu'on a tapés, les rentrées, les décédés, soit les morts au sein de l'établissement. Moi, j'étais
assez marqué par une chose. Par exemple, un enfant est décédé au lycée de Dedo. J'ai vu l'extrême faiblesse de la mobilisation des autorités administratives. J'étais dépassé, sidéré. Donc, il y a d'abord, vous savez, je crois que c'était en 2017, la rentrée solennelle de la Cour suprême. Le procureur général avait fait son discours réquisitoire sur la justice populaire. Et il se demandait pourquoi les Camerounais sont de plus en plus portés aujourd'hui à se rendre justice. Et il interpellait les magistrats. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un vous agresse, quelqu'un vous escroque, quelqu'un vous menace au quartier. Regardez les féminicides là. On vous dit que parfois la femme est allée porter plainte 2 fois, 3 fois, 4 fois. Aucune suite. Sans suite. Vous prenez le gars, soit on le libère au commissariat, ou à la gendarmerie, bref, dans les unités de police judiciaire, soit on le défait devant le procureur, il va, on le libère. Même quand il est mis sous mandat de dépôt, un jour vous baladez au quartier, vous le voyez là. Certains réussissent même la prouesse, après avoir fait un tour à la 11e province, comme on dit souvent, d'intégrer les forces de défense et de sécurité. Donc vous baladez un jour, vous voyez le bandit qui se met la terreur au quartier, là derrière la tenue de la police. Alors comment ça se passe, Moussa Njoya? Non. Est-ce que ça trahit quelque chose, évidemment? Non. Est-ce que ça trahit non seulement les choses qui ne tournent pas rond dans notre système judiciaire? Parce qu'on sait quand même que lorsqu'on est dans la phase de composition des dossiers pour les concours administratifs, on sait qu'il y a ce qu'on appelle le bulletin numéro 3, le casier judiciaire. Dans ce cas-là, ça ne fonctionne plus. Comment expliquer cela? Première chose d'abord, ça fait 25 ans qu'on parle d'informatisation de 2 choses dans ce pays. Lesquelles? L'état civil et le fichier judiciaire. Demandez-vous pourquoi personne ne veut que cela aboutisse malgré les dizaines de milliards qui ont été investis. Alors pourquoi on ne veut pas? Parce que cela va desservir ceux qui sont là. C'est-à-dire que ceux qui sont là n'ont aucun intérêt à ce que les problèmes d'état civil ni les problèmes du fichier judiciaire ne soient résolus. Justement, ce n'est pas vous et moi qui allons mettre un enfant ancien brigand dans la police. Il faut que le coup de fil vienne de très haut pour qu'on prenne un gars que tout le monde connaissait déjà au quartier comme fumeur de chanvre, agresseur, multirécidiviste dans les cellules et les prisons du Cameroun, pour que cela se retrouve soit dans l'armée ou la police. Les gens ont coutume de dire qu'une fois dans la police, ils changent. Non, laissez tomber, ils s'empilent même. Ils vont chercher sophistiquer maintenant la formation, etc. Vous avez aujourd'hui des éléments de nos forces de défense et de sécurité qui sont même plus dangereux même que les brigands laissés au quartier parce qu'ils ont le savoir-faire. Pour aller très vite, rapidement, lorsque vous prenez cela, vous mettez maintenant dans un contexte de précarité, il y a un élément exacerbant où, depuis 2013, ces populations-là sont aux prises avec Boko Haram. On parle de 40 000 morts, mais c'est largement au-delà de ça. Et elles sont en 2 feux. Les forces de sécurité, l'armée régulière, avec ce que vous avez vu, ce qui était passé, on nous a dit que c'était au Mali, là, qui s'est lié aux exactions. Et de l'autre côté, les Boko Haram. Et vous avez des déserts institutionnels dans la zone de l'extrême nord dont vous n'avez pas l'idée. Je vous prends un cas simple. Vous parlez du désert institutionnel, ça fait référence à quoi? Je vous prends un cas simple. Oui. Arrondissement de Touboro, 16 000 km², une compagnie de gendarmerie. De 5 personnes. 5 personnes. Pour vous dire, même si c'est 50 personnes, mettons comment est-ce que même 500 éléments font comment pour sécuriser une zone de montagne, de machin, truc, avec sur 16 000 km². Ça pose la question de l'organisation administrative. L'organisation de notre carte sécuritaire, où on préfère prendre tous les militaires, tous les policiers, on les remplit à Yaoundé. Et à Douala. Et même pas à Douala, parce que moi, je me balade là. Quand j'arrivais à Douala, je peux faire 2 jours, je n'ai pas vu un policier en route. Hein, et je le faisais remarquer à un frère hier. Si vous totalisez l'ensemble des corps habillés, comme on les appelle ailleurs, présents à Douala, je pense pas qu'ils atteignent 20 000. Même pas 10 000. Dans une ville de plus de 3 millions d'habitants. Pour vous dire le niveau d'insécurité. Oui. Vous avez alors ces zones-là de Mont Mandara, qui sont pris dans cette double feu-là. Les populations vivent dans la psychose. On nous a dit, Boko Haram avait baissé en intensité. À la faveur de la montée en puissance de la crise dans le Nozo, on a démantelé beaucoup d'unités du BI, du GPIC, du Beta, bref, de l'armée, et surtout les forces d'élite qui étaient installées là-bas pour les ramener dans le Nozo. Du coup,
ce vide sécuritaire s'est renforcé. Vous avez aujourd'hui, alors qu'on disait qu'on a vaincu Boko Haram, pas un seul jour ne se passe sans qu'il y ait des actions de Boko Haram. Des villages entiers ont déménagé. Et je vais vous dire, il y a un autre fait dont les gens n'ont pas tenu compte. La période de Ramadan est une période de montée en puissance des attaques terroristes. Parce que dans leur idéologie salafiste, c'est le meilleur moment de mourir ou bien de poser un certain nombre d'actes sacrificiels. Ce qui fait en sorte qu'en cette période-ci, vous avez quelqu'un qui a des problèmes de climat, qui vit dans la psychose et la hantise, qui n'a pas d'autorité en face de lui. Parce que si il y aurait une brigade à proximité dans ces villages-là, je ne pense pas qu'on s'en serait arrivé là. Vous arrivez, comme il disait là tout à l'heure, on parle de la sécurisation des chercheurs, etc. Vous arrivez dans une compagnie, le gars lui-même vous regarde et dit que mon frère, j'ai 10 éléments. Si je dois donner un élément à chaque chercheur, je suis d'accord. Qui vient à l'extrême nord, qui pour travailler sur les oiseaux migrateurs, qui pour travailler sur les grands pachydermes, qui pour faire les recherches en géologie, qui en anthropologie, qui en sciences politiques, en tourisme, etc. Je vais faire comment? Qui va garder les gens? Entre ceux qui suivaient la route avec un fil là, le trafic Nigeria-Cameroun, etc. Il fait comment? Merci. Donc, je termine là pour dire que c'est un problème qui est beaucoup plus global, qui joint tant les dysfonctionnements du système judiciaire, la structuration administrative, la carte d'état-major de l'armée ou bien du système de sécurité camerounais et maintenant la précarité des populations. Parce que la violence que vous voyez là, qui s'exacerbe là, lorsque quelqu'un n'a pas mangé depuis le matin, il a soif, il fait chaud là, il n'y a pas d'eau à cet endroit, et que vers 16 ou 14, on lui dit qu'il y a un mouvement là-bas, le gars va se défouler. Comme je vous disais tout à l'heure, les Camerounais, je vous dis, quand on dit en journée mondiale de la santé mentale, là, les gens pensent seulement que les fous, c'est les gens qui se marchent nuit. 90% des Camerounais sont fous aujourd'hui. Nous tous, on marche, on parle seul en route. Merci Moussa Njoya, on va revenir à vous. Alors, c'est une vidéo qui a fait le tour, notamment cette vidéo de l'échange, le tour des réseaux sociaux. Beaucoup de personnes en ont parlé et quelques médias en ont repris, évidemment. Une vidéo, Edmond Kouyaté, qui a quand même choqué plusieurs personnes, plusieurs Camerounais et même plusieurs personnes à travers le monde. On peut s'imaginer aisément que ce fut le choc également pour vous, des chercheurs brûlés vifs, alors qu'ils voulaient travailler pour faire avancer la science. Je n'ai pas eu le courage de regarder ces vidéos. Moi également, j'ai pas. Elles sont d'une extrême violence. Je ne peux pas regarder ça. Je n'ai pas ouvert. On me les a envoyés. Quand on m'a dit le truc c'est qui le contenu, je n'ai pas eu le courage d'ouvrir. Mais je vais dire que cela remet au goût du jour un peu la place qu'on accorde à la recherche dans notre pays. Vous savez, j'ai compris très tôt qu'on avait sacrifié la recherche dans notre pays. Et à partir de là, j'ai compris qu'on n'avait pas de véritable ambition de développement chez nous. Je l'ai compris quand je me suis rendu compte qu'on avait déjà segmenté l'enseignement supérieur de la recherche. J'ai compris qu'on n'allait nulle part. Et lorsque je me suis rendu compte avec la récurrence, n'est-ce pas, de la plainte des chercheurs quant à la précarité dans laquelle ils étaient enfermés, c'est-à-dire que dans leur déploiement au quotidien, parce que lorsque vous voyez pourquoi est-ce qu'on en arrive à confondre des chercheurs à des Boko Haram, c'est parce que les gars arrivent habillés en haillons, non seulement ils sont habillés en haillons, mais ils arrivent sur des motos, modus operandi des Boko Haram. Oui. Et puis donc voilà. C'était arrivé dans un 4x4. Il serait arrivé, comme disait Moussa Njoya, dans un 4x4, peut-être estampillé, Minesi, par exemple, ou bien telle université. Oui, ça allait atténuer, ça aurait été même différent totalement. Les gars sont arrivés sur des motos et donc du coup ils sont déjà suspects. Et puis j'ai un peu suivi le traitement que les gens ont accordé à cet événement. Moi, ça a été pour moi un double assassinat de ces gens-là. Parce que les gens, comme je l'ai souvent dit, le problème n'est pas... le problème très souvent, c'est pas la bêtise que certaines personnes commettent. Mais le problème, pour moi, c'est un peu, je vais dire, l'habilité avec laquelle les gens s'évertuent à défendre la bêtise. Oui. Il ne faut pas avoir des gens qui ont
perdu la vie de cette façon et puis vous vous mettez à dire est-ce qu'ils se sont présentés chez le préfet, est-ce qu'ils avaient la lettre de mission? Parce que justement, c'est une question qui est revenue à plusieurs reprises. Est-ce qu'il y a un texte? Et justement, parlant de la lettre de mission, Madame la ministre de la Richesse scientifique et l'innovation a rassuré les Camerounais de ce que, évidemment, les mises en cause, encore les victimes, s'étaient véritablement présentées avec leur lettre de mission à l'appui. Mais ça n'a pas suffi à dissuader Xavier, il faut qu'on soit sérieux. Oui, dites-nous. Il faut qu'on soit sérieux. Ce n'est pas des questions qu'on doit poser quand il y a des cas pareils. Il y a quel texte au Cameroun qui dit que si quelqu'un se présente comme chercheur et il y a un défaut de lettre de mission, il doit subir ce sort-là? Il faut qu'on arrête ça. Non, c'est pas... Moi je dis, on ne justifie pas la bêtise. On condamne la bêtise et on trouve comment éviter la prochaine bêtise. C'est ce qu'on fait. Il a dit quelque chose qui est fondamental. On ne peut pas on doit en vouloir à ces villageois, mais il faut comprendre, n'est-ce pas, la psychologie qui est la leur aujourd'hui. C'est des gars qui, depuis 2011, subissent les assauts, n'est-ce pas, je vais dire, de cette nébuleuse-là. De la secte Boko Haram. Oui, de cette nébuleuse-là qui arrive, et il faut le dire, même lorsque l'armée camerounaise, dans sa bravoure, a réussi à réduire ce phénomène dans sa portion congrue, il reste que elle s'est muée en autre chose, c'est-à-dire des bandits qui viennent voler des bétails, qui viennent, n'est-ce pas, nuire, qui viennent kidnapper pour demander des rançons. Et donc, l'état psychologique des populations de cette zone-là est tel que, je vais dire, même si vous y arrivez aujourd'hui, écoutez... Tout étranger est suspect. Oui, tout étranger est suspect déjà d'office là-bas. Et donc, cela devrait amener nos institutionnels à prendre des mesures. Et là, je mets à l'index la ministre même de la recherche scientifique. Elle devrait savoir qu'il y a 3 régions aujourd'hui. Il y a le nord-ouest, il y a le sud-ouest, il y a l'extrême nord. S'il faut un déploiement des chercheurs là-bas, elle devrait demander une collaboration avec les forces de défense. Avec les forces de défense. Au moins prendre des dispositions de manière... Et même la logistique. Et même la logistique. On devrait demander à ce que, à défaut de donner un gendarme à chaque chercheur, on peut les organiser et leur dire, écoutez les gars, si vous voulez, n'est-ce pas, comme vous appartenez, je vais dire, à la même institution, à la même corporation, si vous avez des recherches à faire, faites-le de manière groupée et on va mettre un minimum de logistique à votre disposition et peut-être vous faire accompagner au moins par un gendarme. On peut, n'est-ce pas, s'il y a une bonne collaboration, faire en sorte qu'un gendarme, même s'il n'est pas du coin, même un pick-up militaire peut-être, ou même un gendarme qui part avec vous de Yaoundé ou je ne sais pas de Maroua, qui vous accompagne et qui se rassure, n'est-ce pas, que vous êtes au moins en sécurité. Parce que la présence du gendarme, quoi qu'on dise, elle est d'abord dissuasive. Oui. Okay? Elle est d'abord dissuasive. J'ai l'intime conviction que si ces gars étaient accompagnés au moins d'un gendarme, les populations n'auraient pas réagi ainsi. Et donc, moi, c'est le problème, n'est-ce pas, c'est le problème que j'ai avec, n'est-ce pas, le traitement je vais dire, de ce cas-là. On veut donner l'impression que c'était des délinquants, ils sont même allés sur le terrain sans prendre nom. C'est des chercheurs que je connais, je crois que celui-là, singulièrement, je dois le connaître parce que j'ai donné une conférence, n'est-ce pas, l'année dernière. J'ai donné une conférence sur l'intelligence économique, n'est-ce pas, l'impact de l'intelligence économique à la recherche et tout. Donc, je les connais beaucoup, je connais beaucoup parmi eux. Donc, je ne voudrais pas qu'on donne l'impression que non, c'était des délinquants ou des badauds qui se sont retrouvés sur le terrain sans avoir de ceci ou de cela. Non, il faut respecter la mémoire des gens. Parce que là, on parle de la substance cognitive d'un pays. Les recherches qu'ils sont allés faire, je crois qu'ils faisaient des recherches sur l'eau, aux populations, notamment de cette zone, sur les flancs du Mont Mandara. C'est-à-dire qu'au-delà de leur propre personne, c'est-à-dire que le résultat devait irradier sur l'ensemble de la nation, pas seulement, je vais dire, dans la région, dans la localité, mais je veux dire dans tout l'ensemble de la région. Et donc, j'ai dit, il faut qu'on respecte ces gens-là et qu'on arrête ce traitement un peu, je vais dire, alambiqué, qui veuille qu'on laisse croire que c'était des délinquants qui se sont retrouvés sur le terrain sans avoir le moindre papier et tout ça. Non, moi... Merci Edmond. Ouais. On revient à vous dans un instant. Alors, Monsieur Djok, vous êtes, j'allais dire, chercheur. Ça vous touche d'une façon ou d'une autre, mais également, vous êtes anthropologue. Alors, cette double casquette, elle, on voudrait bien comprendre avec vous. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, les mesures peuvent
être prises de manière assez rapide, comme disait M. Moussanjoya tout à l'heure, à ce que, par exemple, les municipalités puissent prévenir les populations, par exemple, de l'arrivée de certains chercheurs? Est-ce que si on avait suivi ce genre de procédure, c'est-à-dire que soit les mairies annoncent à l'avance qu'il y a des chercheurs qui arriveront, est-ce qu'on n'aurait peut-être pas évité ça? Est-ce qu'on n'aurait pas pu voir la chose de cette façon? Je vous remercie. Je vais d'abord présenter mes condoléances aux familles des disparus, à ces valeureux Camerounais. Tout à fait. Mais votre question m'amène plutôt à poser la problématique du genre d'État que nous voulons, que nous avons construit. À votre avis, nous voulons... C'est-à-dire que le décor que le docteur Moussanjoya et l'économiste Edmond, ils ont planté un décor. Moi, qui m'amène directement à me poser la question de savoir sur la nature de l'État. Parce que quand on parle de l'État, je vais parler sur son contrôle. Je vais vous répondre, mais je suis obligé de m'exprimer d'abord ainsi. Parce que moi, j'ai failli subir ce problème à Loum il y a quelques années. C'est dans le Mongo, dans la région littorale. Oui, je suis allé travailler sur une plante que les Américains ont fait des recherches. Et sur une plante, ça se trouve que cette plante-là se trouve au Cameroun. On élaborait un médicament dans le cadre de mes travaux de thèse. Et je suis allé à Loum. Je trouve la plante-là sur un avocatier. Le gui. Le gui. Tout le monde connaît le gui. Tout à fait. Je monte sur l'avocatier dans un champ. Je vois personne est là. Je ne sais pas à qui m'adresser. Moi, je veux la plante. Je grimpe. Mais quand je grimpe, quelque temps après, je me rends compte qu'il y a une femme en bas qui me demande ce que je faisais sur son avocatier. Et il se trouve que des gens venaient souvent voler ses avocats. Et j'étais déjà considéré comme un voleur d'avocats. Et elle a appelé des gens. Je me suis retrouvé, je suis en haut, mais les gens sont en bas avec des machettes. À ta tante. Ce qui m'a sauvé, c'est mes ouvrages, les encyclopédies, et qu'il n'y avait aucun fruit d'avocat en bas. J'ai eu le courage de descendre, de me présenter, d'expliquer. Heureusement, dans un des ouvrages, il y avait effectivement l'image du gui. C'est ça qui m'a sauvé. Donc, on prend le temps de vous écouter. Oui. Parce que pour préciser, ici, là, les chercheurs étaient 6 qui sont arrivés sur 2 motos. Et quand les mouvements, je ne sais pas, quelqu'un a donné le signal qu'il y a les gens de Boko Haram qui sont en train de creuser pour mettre les bombes. Là. Donc du coup, la population a commencé à foncer sur eux. Ils ont voulu s'expliquer, mais ceux qui étaient avec eux, certains accompagnateurs, ont commencé à fuir. Par exemple, ils ont vu les gens venir avec les boudins, les machettes et tout. Oh là là. Quand ils ont fui, les 3 autres ont été rattrapés. C'est-à-dire le docteur Bello, Frédérico Monsi et leur guide. Omarou, le prince de Miri. Donc, du coup, on les a rattrapés. Le temps de dire que non, nous sommes de tel... C'était des coups de gourdin. Et ça pose aussi le problème de l'ennemi de l'intérieur. Parce qu'il y a de plus traumatisant dans les mouvements terroristes, c'est que l'ennemi, il est comme nous. Oui. Il se confond à nous, surtout dans cette zone-là. C'est le gars avec qui tu pries à la mosquée, qui vient là le soir, et peut-être même juste après et tout. Donc, le fait que vous parlez la langue du coin, que vous peut même plutôt être un facteur aggravant. Puisque ceux qui les agressent, ils ne parlent pas Bamoun, ils ne parlent pas Banjoun ou bien Ewundo, ils parlent soit Oussa, soit Fulbé, le Fulbé comme eux. Donc, du coup, c'est quelque chose de très traumatisant. Parce que nous ne pouvons pas le réaliser. Parce que nous ne vivons pas dans ce genre de contexte où ceux qui l'ont davantage expérimenté, c'est par exemple les GIS qui étaient, les Marines qui étaient en Irak. C'est-à-dire, lorsque vous êtes dans un système de menace, ils ont appelé ça menace asymétrique, où vous voyez un enfant qui rentre de l'école. Vous tenez la main pour qu'il traverse la route. Oh, dans son sac à dos, il a une bombe. Etc. Donc, ça vous met dans un état de psychose que vous... Merci. Oui, parce que la question que vous avez posée, on peut répondre à cette question, parce que votre question a une réponse implicite. Allez-y. Mais on peut répondre à cette question dans des états structurés, organisés.
Le nôtre ne l'est pas. Il y a d'abord un problème. Est-ce que vous considérez d'abord les chercheurs dans un pays où vous n'avez pas l'ordre national des chercheurs, tous les corps de métier ont des ordres. Mais l'ordre on des va pas dire médecins, ça l'ordre des ainsi, parce avocats, qu'au Cameroun, par exemple, on sait qu'il y a des primes de recherche qui sont octroyées aux chercheurs pratiquement tous les 3 mois. Est-ce qu'on va dire sur la base de ces éléments-là que notre État ne considère pas le chercheur? Il y a des primes de l'ordre de 400 000. Je vous pose une question. Je vous pose une question. C'est vrai qu'on va pas répondre. Je vous pose une question. Si toi, dans ta famille, ton petit frère vient te dire qu'il a eu les NAM, et qu'il a même eu les MIA, même officier de police, et qu'il a eu le recrutement au ministère de la Recherche, dans votre conseil famille, vous allez l'envoyer. Alors on va répondre à l'offre. On revient à vous. Parce que tout à l'heure, là, il évoquait la question de l'état mental, de l'état psychologique de cette zone. Moi, ça me pose, ça dit que ça m'amène à étudier déjà le comportement du Camerounais d'aujourd'hui. Parce que je parle sous son contrôle. Comment est-ce qu'on construit un être humain? Les socles de la socialisation. Pour essayer de dresser le profil psychologique en dehors même de l'environnement insécuritaire de la zone, qui est une zone de guerre. Le Camerounais qui vit à Douala n'est pas dans une zone de guerre, mais il est violent, il évoquait ça tout à l'heure. Même ici à Douala, ça peut arriver. Ça dit qu'il suffit qu'on dise aux voleurs. Des gens vont tomber sur vous. Il évoquait tout à l'heure la rentrée de la Cour suprême, où le président de la Cour suprême posait le problème de la vindicte populaire. Ça veut dire que nous avons une société déstructurée. C'est-à-dire qu'au-delà de la disparition, nous avons une société violente. Comment est-ce qu'on construit l'être humain d'aujourd'hui? Parce que pour avoir un État organisé, il faut d'abord construire l'être humain qui va aller diriger cet État-là. Et les Camerounais aujourd'hui sont déstructurés. La famille, il y a de la violence au sein des familles, au sein de l'école. Dans le clergé, vous voyez des pasteurs à l'église, au tribunal, régulièrement. C'est des socles où on forme l'être humain. Il bagarre même d'abord. Vous avez la justice elle-même. Tout à l'heure, là, il disait, on vous a mené un violent, un délinquant dans un commissariat. Quelque temps après, il vient vous narguer au quartier. Alors, ça construit donc le genre de société des êtres humains qui sont prêts à en découdre. Comme des êtres violents. Alors, on va justement revenir, le temps peut-être d'aller du côté de la régie. On sait quand même que ce choc n'a pas laissé la communauté scientifique, on va le dire, indifférente. On sait qu'il y a des enseignants de l'université de Douala, par exemple, sous la bannière du CINES, qui ont fait une manifestation pour dénoncer ce qui a été fait. On sait aussi que la ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation a pondu un communiqué dont peut-être lecture pourra être faite en ce moment. Le ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation, Dr Madeleine Tuente, annonce avec une profonde consternation que le dimanche 2 mars 2025, 3 de nos compatriotes ont été flagellés, lynchés et brûlés vifs par une meute populaire à Soledé-Roua, région de l'extrême nord. Il s'agit de M. Monsi Frédéric, chargé de la recherche en service au Centre de recherche géologique et minière de Garoua. Dr Bello, bienvenue, enseignant stagiaire de géologie structurale dans les universités de Garoua et Ngaoundéré. M. Omaro Kabalaï, prince Méry, guide et transporteur à moto des 2 chercheurs. Les défunts se sont rendus dans la localité susvisée à l'effet d'effectuer, comme d'habitude, une mission de recherche ayant pour objectif la résolution du problème d'accès à l'eau potable des populations des monts Mandara. Ils étaient inoffensifs et ne portaient ni armes, ni objets tranchants, ni gris-gris, malgré les justificatifs apportés, notamment des pièces d'identité et l'ordre de mission délivré par M. Monsi Frédéric. Ils n'ont pas échappé à la folie meurtrière de leur bourreau. Ces crimes crapuleux constituent inéluctablement l'une des conséquences de l'ensauvagement de notre société et la dissémination en son sein de la haine par certains de nos compatriotes sans foi ni loi, une situation déplorable à laquelle il faudra remédier en urgence. En cette tragique et douloureuse circonstance, Madame le ministre condamne avec la plus grande fermeté cette tuerie barbare et cruelle qui a anéanti l'espoir des familles, endeuillé et affecté le moral des acteurs du système national de la recherche et de l'innovation. Tout
en invitant les chercheurs au calme et à la résilience. Madame le ministre leur demande de poursuivre sereinement leur mission dont l'importance pour le développement et l'émergence de notre pays n'est plus à démontrer. Par ailleurs, elle en appelle à la bienveillante sollicitude du président de la République, son Excellence Paul Biya, afin que lumière soit faite sur cette tragédie. Réaction sur le plateau. Oui, donc, en fait, Madame la ministre essaie là de résoudre plusieurs de ses problèmes à elle. Comment cela? Non, qu'elle parle d'ensauvagement. Vous avez vu même, il y a une de ces vidéos qui a fuité. Elle nous rejoint. On prend les... On la prend à partie alors qu'elle nomme les nordistes, etc. Tout à fait, tout à fait. Dans une lettre de mise au point. Je n'ai pas vu très bien le rapport. Le rapport, oui. Qu'il y avait avec Cédram. Parce que le problème de Cédram, il est simple. Il a abordé quelque chose tout à l'heure. Malheureusement, j'ai pas l'impression qu'il est allé jusqu'au bout. Celui du statut du chercheur dans notre société. Vous savez, quand on mesure, je parle avec mon frère, les effets des programmes d'enseignement structurel dans ces pays. La principale victime, c'est le domaine de l'éducation et la recherche. Pourquoi? Parce que, comme nous passons notre temps à commander de l'argent, les gens nous font comprendre par divers mécanismes internationaux dont la source fondamentale se trouvait à l'OMC, dans ce qu'on appelait les accords généraux de services et du commerce, les AGCS, qui disaient qu'il y a un certain nombre d'activités qui sont des activités de luxe et qu'on doit laisser à la liberté du marché. Tout à fait. L'éducation, la santé, la recherche, etc. Et que l'État doit être juste régulateur en s'occupant du minimum de base. Il a même fallu se battre pour qu'on dise que non. On dit que ok, on peut comprendre que vous pouvez vous battre pour que les gars fassent l'école primaire. Là, ils savent déjà lire, compter, écrire. Donc, ils peuvent être utilisables dans l'économie de marché. Ils peuvent être des petits menuisiers, des ceci, là, ils savent déjà compter. Ils peuvent déjà suivre une information, ils peuvent déjà comprendre une publicité à la télé et vouloir acquérir un bien. On a fait cela. Et cela arrivait au Cameroun. Parce que les autres pays ont connu les ajustements structurels, même les pays d'Afrique australe, etc. Mais qu'est-ce qui a aggravé chez nous? C'est que c'est arrivé dans un terreau beaucoup plus grave, qui est celui d'une société essentiellement bureaucratique, où l'indépendance a été donnée, contrairement aux pays comme le Sénégal, le Dahomey, le Zimbabwe, bref, les autres pays, le Kenya. L'indépendance chez nous a été donnée à des clercs vaguement lettrés, comme disait Mongo Biti. Les indigènes évoluaient. C'est des gars qui avaient fait l'informe, c'est-à-dire un peu des soldats, quoi. La Constitution du Cameroun a été écrite par un colonel assisté avec les Kamé Samuel, se sont mis là et tout. On a conçu une société essentiellement bureaucratique où ce qui compte le plus, c'est les éléments de puissance et de violence physique. N'est respecté dans notre société que ceux qui sont détenteurs de la capacité de violence et de répression. Ayez Bac plus 22, soyez à la Harvard, comme notre aîné Célestin Monga. Faites le tour du monde, soyez reçus par les chefs d'État. Mais quand vous traversez l'aéroport de Douala ou de Semalé-là, l'inspecteur de police vous dépasse. Non, pas l'inspecteur. Le gardien de la paix. Parce qu'on est dans une structuration où c'est la science du commandement, pour parler comme Bimbi. C'est la violence, c'est la coercition. Et on a fait l'école, on a mis l'école dans... Parce que c'est bizarre, lorsque les Blancs commencent à concevoir, les Français surtout, ils viennent, ils rasent le système que les Allemands avaient laissé dans les systèmes de germanisation. Ils créent l'école des enfants de chefs et des notables à partir des années 20 là. Et cette école-là était appelée l'école des futurs chefs. Dépendance de sentier, on a inscrit dans la tête des gens que les gens font l'école pour être de Ngomna. Et le Ngomna, c'est qui? C'est le Ngomna qui était illustré par l'administrateur colonial, dépositaire de la capacité de violence physique. Le commandement. Le commandement, c'est un mot vague. La violence physique, parce que quand on dit commandement, là, leur commandement constitue essentiellement à l'oppression et la répression des populations. Alors, mais qu'est-ce qui peut expliquer que cela ne change pas avec le temps qui a passé? Je vous dis qu'on a encore quelques exemples avec notamment la violence sur... S'il vous plaît, je vous prends le cas simple. Pourquoi on ne comprend pas? Ça ne change pas parce que les hommes à qui on a donné l'indépendance n'ont pas changé. Je vous prends le cas simple. La reproduction sociale. Prenons ceux qui détiennent le pouvoir au Cameroun.
président de la République, né en 33, non? Paul Biya. Quand vous prenez le président de l'Assemblée, vous prenez le président du Sénat, vous prenez le premier président de la Cour suprême, vous prenez le président du Conseil constitutionnel, vous prenez le chef d'état-major de l'armée, vous prenez le DGSN, etc. Vous voyez l'ensemble de ceux qui détiennent encore la technostructure de l'État sont ces indigènes évolués à qui on a concédé le pouvoir national, pas l'indépendance, mais le pouvoir national à 1960. Tout à fait. Et les mécanismes de gouvernement et de gestion de la société n'ont pas bougé d'un iota. C'est les mêmes. Donc, quand vous venez même avec vos longs crayons là, les gars qui ont fait l'informe, les petites formations là pour rentrer vite gouverner là, vous venez avec, pour eux quand ils étaient là-bas, les longs crayons là qui faisaient la politique, c'était impétant. C'est écrit en noir et blanc dans 2 ouvrages. Lesquels? Le Code Biya. François Mattei. Mongo Betty parle. Et même à vous, même Paul Biya, l'incarnation de la rigueur, ses propres amis vous disent, en faisant un livre à sa gloire, que le président Biya, quand il était étudiant, ne se mêlait pas de la politique parce que c'était une activité de paix-temps. Donc pour vous dire que la conception des rapports sociaux, ce qu'on appelle, Bourdieu appelle les critères d'honorabilité dans notre société. Le critère d'honorabilité chez nous, c'est la capacité, la quantité de puissance dont vous êtes dépositaire dans notre société. C'est pour cela que quand un enfant sort, élève, magistrat, auditeur de justice, il sort de l'ENIA, il sort de l'école de police, la famille fait davantage. On a vu les gars, alors qu'on disait que les enseignants AD et tout, les gars, n'est-ce pas les gars qui quittent l'école normale, cycle 2, vous pouvez être plague, pour aller être officier de police, sous-officier de gendarmerie. N'en parlons pas s'il a les NAM, les MIA, pardon. Parce que là-bas, la famille est garantie que non, demain on va m'attraper. Oui, je vais l'appeler. Je vais appeler, on va me libérer. Donc là où vous êtes là, même si je pars demain, même aux Nations Unies, même si je suis représentant résident du PNUD, ou bien même sous-secrétaire des Nations Unies, tant que je n'ai pas la capacité d'appeler dans un commissariat pour qu'on libère mon cousin qu'on a arrêté pour une raison fondée ou infondée, je ne sers la famille à rien du tout. Merci. Vous parlez justement de servir la famille. Monsieur Ndjok, on a vu cette image qui a également créé un tollé sur la toile. C'est notamment ces personnes, notamment les familles des victimes, à qui on a proposé la somme de 200 000 francs. Alors c'était pourquoi? C'est une insulte. Beaucoup de personnes ont pensé comme tel. Est-ce qu'on peut prendre ça de la sorte? On parle de 200 000 francs, peut-être pour consoler les familles. C'était pourquoi? On veut comprendre. Peut-être qu'on essaie d'acheter une paix précaire. Vous voulez vraiment... C'est-à-dire que... Est-ce que l'être humain a un prix? Et ces qualités, je ne peux pas qualifier comme... Mais est-ce que vous savez combien d'années ces gens-là ont pris d'investissement, du temps pour qu'ils obtiennent le niveau intellectuel? Ils ne peuvent pas savoir. Pour venir avec... C'est les gens qui n'achètent pas des livres parce qu'ils ne lisent pas. Donc du coup, n'étant jamais entré dans une librairie un jour, savoir qu'un ouvrage fondamental, basique, est dans les cas 350 000, 200 000. Il ne s'est jamais mis comme ça sur Amazon, utiliser sa carte de crédit, commander les ouvrages pour 800 000 francs. Il va savoir que les gens dépensent quoi. Et c'est structurel ce qu'il expliquait. Il n'a jamais publié dans un site qu'il a payé. Il y a un pour lui, 800 000, c'est pour acheter de la l'iPhone. considération du chercheur. Ça soulève... Alors ça revient justement. Ça revient dans votre propos. La considération du chercheur. Est-ce que l'État du Cameroun considère le chercheur? Parce que moi, je constate que, par exemple, il y a un enseignant d'université qui a fui il y a quelque temps le Cameroun parce qu'il posait le problème de la formation des médecins à la faculté de médecine de Douala. Oui. Et moi, j'ai posé le problème. Mon travail était... je devais amener une étude là-bas sur le médicament que j'ai élaboré dans le cadre de mes travaux de ma thèse. Un médicament, et il fallait donc qu'on essaye de stabiliser. Je l'ai amené là. Moi, je ne suis pas pharmacien, je suis médecin, mais j'ai juste fait une inclusion là-bas parce que ça devait me servir. Je vais donc à l'université de Douala, à la faculté de médecine, pour que des étudiants de pharmacie en thèse
travaille sur ce médicament pour le stabiliser, pour qu'il soit commercial. Et le doyen, je ne sais pas s'il est encore là, le professeur Ngoué, c'est lui qui est, je ne sais pas s'il est toujours doyen de la faculté de médecine de Douala. Ça veut le change tellement beaucoup que... Il m'a dit que ton travail ne peut pas être réalisé ici parce que les pharmaciens, conformes à la faculté de médecine des sciences pharmaceutiques de Douala, peuvent lire la molécule, mais ne peuvent pas l'isoler dans la plante. Tes plantes que tu veux amener là, pour qu'on essaie d'isoler, les molécules sont à l'intérieur. Les étudiants qui sont là, ils peuvent lire, la détecter, mais ne peuvent pas isoler la molécule. Vous me faites comprendre c'est les vendeurs de médicaments. Mais puisque si un pharmacien ne peut pas isoler la molécule d'une plante et élaborer un médicament, c'est fort, hein? Ça veut dire que il finit la formation là, il passe s'asseoir là, il a des papiers pour pouvoir... Alors la question qui se pose après votre développement, M. Ndjok, est-ce que nos ministres, notamment ceux de l'enseignement supérieur, sont au courant de ce type de déclaration? Mais ils sont au courant. Ils sont au courant, puisque je cite le professeur Ngoué. Non, moi je vais lui répondre. Qui me disait que je veux vraiment ton travail est un bon travail, mais les étudiants, peut-être qu'on a chassé une affaire d'il y a 2 ans. Monsieur Ndjok, il faut rassurer notre cher ami que... Pour dire qu'on ne considère pas très bien la recherche. En termes de mécanisme de gestion et de perception, dans la tête de nos gouvernants, il n'y a aucune différence entre la délégation régionale du ministère des Mines et l'université. C'est-à-dire, les mécanismes de gestion et de perception, c'est essentiellement la même chose. Vous arrivez à l'université, vous faites une recherche, quelqu'un vous oppose l'obligation de discrétion professionnelle. Il dit qu'il ne peut pas te donner un texte, un communiqué, un chiffre sur l'université, c'est-à-dire les choses comme nombre d'étudiants, nombre du personnel, responsable, il dit que non, il faut demander d'avoir l'autorisation. Vous dites que non, va voir le recteur. Non, il faut voir le patron, vous savez, le patron. C'est des choses délicates pour te dire que ce que tu as... Lui, il a eu l'honnêteté intellectuelle de vous dire, avec l'euphémisme qui va avec. Mais en fait, je vous ai dit, quand vous prenez les étudiants en faculté de sciences, lettres, droit, économie, etc., ils sont formés pour la même chose. Être des ngobna, les futurs chefs. Donc le pharmacien qui est formé là, à l'université, n'a aucune préoccupation de connaissance de la pharmacie, ni de la pharmacopée. Il veut le diplôme, soit pour faire le concours d'intégration, soit pour aller même rejoindre l'armée, la police, comme je disais tout à l'heure, être pharmacien là-bas dedans, être recruté dans les hôpitaux, etc., ou bien être employé dans une officine. Sinon, sérieusement, vous voyez un vrai médecin qui a suivi une vraie formation, aller faire le concours pour intégrer la fonction publique avec les salaires qu'on connaît là. Et on a intégré ça malheureusement dans nos familles. Moi, quand je vais par exemple à un colloque scientifique, à la maison, on me demande, tu pars encore dans tes choses-là. Parce qu'on considère que je devais peut-être soit être à l'hôpital général comme médecin. Ce que je fais là, je veux approfondir des recherches sur le cancer, intégrer la molécule végétale en chimiothérapie, en radiothérapie. C'est rien là, ça le perd. Tant que tu vas vieillir à l'école, il faut que la famille veut déjà... Du concret. Oui. Donc la recherche, je dis même dans les familles, ce qu'il dit là, c'est-à-dire qu'on considère que peut-être même... D'abord, tu as fait les mauvaises études. Oui, il fallait peut-être que soit policier, soit gendarme. Voilà. Alors, vous avez un problème finalement ce soir avec les policiers et gendarmes, monsieur Osandoya. C'est un problème de salaire à la fin. On va revenir à cela. Edmond Kouyaté, on a justement vu ce qui s'est passé dans l'extrême nord. Alors, véritablement, c'était une condamnation. On a d'ailleurs lu ce communiqué de la ministre de l'innovation, la recherche scientifique et de l'innovation. Est-ce que ce communiqué suffit? Est-ce qu'à partir de ce communiqué, on peut se dire que d'abord, on a la garantie que d'autres chercheurs ne seront pas attaqués dans les tout prochains jours? Est-ce que cela suffit? J'espère que vous n'êtes pas en train de blaguer. C'est une question qu'on pose. Ah non, ça c'est une blague. C'est un communiqué de circonstance. C'est quand même un ministère assez important, la recherche scientifique et de l'innovation. Et sa voix pourrait normalement être porteuse. Xavier, c'est vous qui croyez que c'était un ministère important.
Ces gens-là, ça ne représente absolument rien. On sait quel est le budget de ces ministères-là? Essayez de nous dire. Je crois que c'est 18 milliards. Déjà. Je crois. Ouais, c'est dans les 12 milliards. 12 milliards, je crois. Vraiment, je dis comme ça avec un hasard. En proportion, 12 milliards, c'est dans les 8-9 millions d'euros. C'est pas le budget d'un laboratoire de cycle doctoral dans une vraie université. Mais mon cher Moussa, tu vas très loin. Tu parles du budget d'un laboratoire, non, tu vas trop loin. C'est-à-dire que... c'est-à-dire, c'est pas le budget d'un projet. D'un vrai projet, ouais. D'un vrai projet de recherche. Vous savez, vous avez vu en 2007, si vous avez suivi le débat politique en France en 2007, quand on parlait de l'enseignement, je vais dire, la discussion s'articulait autour de l'indépendance des grandes écoles. Elle ne voulait plus dépendre, n'est-ce pas, des universités et de l'administration centrale. Pourquoi ? Parce que les grandes écoles considéraient qu'elles travaillent sur des projets et qu'elles déposent des brevets qui, à la fin, ne leur profitent pas. On ne leur permet pas de gérer. Parce que lorsqu'une grande école travaille sur un projet et à la fin dépose un brevet à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, vous ne savez pas combien ça s'achète, des milliards de dollars ou d'euros. Et donc, lorsque l'État qui dit que je subventionne, n'est-ce pas, votre école, à la fin, vous déposez des brevets et c'est l'État qui récupère cet argent. Les écoles disent non, nous ne voulons plus ça. Ne nous donnez plus rien. Laissez-nous vivre de définir notre propre budget de fonctionnement et trouver les moyens, n'est-ce pas, de pouvoir... Pourquoi ? Parce que ces écoles sont sûres qu'elles travaillent sur des projets importants et que lorsqu'elles déposent un seul brevet, ça peut leur permettre de vivre. En plus, toutes les industries, il y a une connexion franche entre le secteur industriel et les grandes écoles. Pourquoi ? Parce que tout le système d'innovation industrielle est produit dans les universités. C'est comme ça que ça marche. Et donc, lorsque les industries viennent pour dire nous avons notre téléphone là, on veut ajouter une option, on veut faire ceci, qu'est-ce qu'on fait ? On donne ça comme sujet de recherche. Et puis, les enfants qui travaillent dessus, à la fin, lorsqu'ils sortent la solution, c'est vendu. Alors ça revient à l'une des missions justement de l'université, c'est-à-dire l'appui au développement, la recherche et l'appui au développement. C'est pour ça que je vous ai dit... Justement, puisqu'il y a une deuxième thématique qu'on va aborder tout à l'heure, dont les téléspectateurs attendent. Quelle solution proposez-vous en 30 secondes pour sortir ? Non, la solution... Face à cet assassinat. Non, si vous avez bien suivi ce que Moussa a développé tout à l'heure, il n'y a pas de solution avec ce système. Alors, donc, selon vous, il faut changer absolument le système. Ce qu'il faut faire, au moins à minima, au moins que Madame le ministre de la Recherche scientifique, puisque c'est encore elle qui est là, au moins qu'elle prenne... 20 ans. 21 ans. Depuis 21 ans, c'est encore elle qui est là. Au moins qu'elle prenne des petites dispositions. C'est-à-dire de savoir que lorsque les chercheurs doivent se déployer dans des zones à risque, et tout le monde le sait, qu'il y a des régions chez nous aujourd'hui qui sont des régions à risque, qui est un minimum, n'est-ce pas, d'accompagnement. Est-ce qu'il y a une zone qui n'est pas une zone à risque dans la recherche ? Qu'elle prenne des dispositions de sécurisation des chercheurs. Il a parlé de l'UM tout à l'heure, etc. Même à Douala, avec les microbes et consorts. Quand vous allez faire, imagine que vous faites une recherche sociologique aujourd'hui sur la consommation de la drogue, qui constitue l'un des plus grands dangers, l'une des plus grandes poudrières pour ces pays dans les années à venir. Ça se passe sous nos yeux. Tout le monde se bouche les narines. Imaginez vous voulez faire ce genre de recherche, vous commencez à vous balader avec les microbes là. Merci. Et au-delà... On sort justement de la thématique avec vous. Oui, au-delà, n'est-ce pas, du problème sécurité, il y a même également la frustration. Comme il le dit, même ici à Douala, si vous voulez faire par exemple certaines recherches, vous allez ici, vous dites que vous voulez entrer à l'UQAM, on peut vous fermer les portes. Alors c'est suivi. On vous donne même pas les données. Allez faire la recherche à l'université. À l'université même. C'est suivi. Merci Moussa Njoya, merci Edmond, merci Monsieur Ndjong. Et justement, nous allons nous joindre pratiquement à toute la communauté nationale, le groupe Média Balafon, pour adresser évidemment toutes nos condoléances les plus sincères et les plus attristées aux différentes familles des victimes, notamment de cet assassinat barbare du côté de l'extrême nord, plus précisément à Soulédé-Roa. Et justement, ce qui nous permet de faire une transition
j'allais dire une transition rapide sur la deuxième thématique qui, elle, parlera notamment des questions de finances. Vous le savez, l'injection dans le circuit économique des pays de la CEMAC d'un nouveau stock notamment de pièces de monnaie est donc prévue dans quelques semaines seulement. Une annonce du gouverneur de la BEAC, Yvonne Sanabangi, qui est pratiquement bien accueillie au sein de la société, mais non sans soulever des questionnements. Alors, ce nouveau stock de pièces de monnaie va-t-il résoudre durablement la question de la rareté des pièces ou encore des coupures métalliques observées depuis quelques années? Cette question se pose dans un contexte d'exportation illicite des pièces par milliers vers les pays d'Asie, à l'instar notamment de la Chine. Près de 55 millions de citoyens de ces 6 pays de la CEMAC éprouvent aujourd'hui des soucis, des difficultés à trouver des pièces de monnaie, ce qui paralyse pratiquement l'économie, même d'ailleurs les transactions commerciales et financières, la vente du détail, le petit commerce et surtout dans les secteurs informels, le transport, le taxi, les secteurs les plus affectés, avec notamment des pertes en argent en temps évaluées à plusieurs centaines de milliards de francs CFA. Justement, posons-nous la question, comment venir à bout de ce problème criard dans notre société? Regardons cette lecture de Jean-Paul Chouignat. Métallique sous la rareté des pièces de monnaie fait partie du quotidien de 55 millions de citoyens de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale depuis au moins 8 ans. Ces coupures métalliques sous leurs différents formats font cruellement défaut, rendant difficiles les transactions commerciales dans les 6 pays membres. Du Cameroun au Tchad, de la Centrafrique au Gabon et de la Guinée équatoriale au Congo-Brazzaville. Ce déficit de pièces métalliques de monnaie affecte énormément la fluidité des échanges dans la vente au détail et le petit commerce. Ce qui a déjà fait perdre beaucoup d'argent aux milliers d'agents économiques de la CEMAC. Des manques à gagner et pertes en temps, estimés à plusieurs milliers de milliards de francs CFA depuis la diminution de 7 tonnes de pièces sur le marché communautaire. Interpellé à plus d'une reprise sur cette pénurie intenable pour le monde des affaires, l'ancien gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale, Mahamat Abbas Toli, avait régulièrement annoncé la mise en circulation de nouveaux stocks de pièces sur le marché à l'arrivée de son remplaçant en 2024. Le centrafricain Yvonne Sanabangi veut révolutionner l'approvisionnement en pièces de monnaie dans les 6 pays avec la création d'une nouvelle coupure métallique de 200 francs CFA. La nouvelle met certes du baume au cœur des milliers d'agents économiques de la CEMAC, mais tous s'interrogent si ce nouveau stock de pièces va résorber le déficit devenu chronique depuis plusieurs années. D'ailleurs, quelle sera la plus-value des pièces de 200 francs CFA dans la résorption de ce déficit de pièces décrié de tous? Cette nouvelle pièce jugée ultra sécurisée pour sa confection par le gouverneur de la BEAC, le phénomène d'exportation illicite des pièces de monnaie vers la Chine ayant été présenté comme première cause de fuite de ces devises métalliques. Ces circuits frauduleux ont-ils été neutralisés dans les 6 pays membres afin d'éviter une nouvelle rupture de pièces de monnaie en zone CEMAC? Merci. De retour sur le plateau, Edmond, vous êtes l'économiste et puis on vous cueille véritablement à chaud. Bientôt, pratiquement 150 millions de francs CFA en petites coupures, notamment allant de 1 franc jusqu'à 500 francs, seront injectés dans le circuit des 6 pays. Est-ce que cela viendra résoudre le problème de la rareté? Est-ce que ça peut relancer l'économie? Ça va résoudre le problème, mais pour combien de temps? Dites non. Il faut éviter que le problème, que le phénomène ne devienne scisif. Pourquoi? Parce que on sait très bien que la rareté est due à l'exportation des pièces. Tout simplement parce qu'en Asie, les gens trouvent qu'ils peuvent fondre, n'est-ce pas, les pièces et leur donner une autre valeur qui n'est pas, et une autre utilisation, un autre usage qui n'est pas, n'est-ce pas, l'usage monétaire. Et donc, je crois que j'ai bien suivi un peu le phénomène. Je crois qu'ils ont trouvé une solution qui consistait, n'est-ce pas, à changer de métal et d'alliage. On parle des alliages. Oui, et d'alliage, justement, qui a moins de valeur et qui coûte déjà moins en termes de production, parce qu'il faut savoir que la production même de la monnaie coûte aussi en fonction du métal et de l'alliage que vous choisissez. Et donc je crois que ce qu'ils ont choisi, l'option qu'ils ont choisie, c'est-à-dire de prendre de l'alliage de moins je vais dire de valeur, je vais dire réduite, ça pourrait réduire, n'est-ce pas, les appétits de nos frères, et puis de ces fabricants de bijoux. Effectivement, ça peut réduire un peu les appétits et réduire. Mais ce qu'il faut dire, c'est que c'est surtout au niveau de nos douanes qu'il y a problème. On ne peut pas me faire croire qu'on exporte autant d'argent
sans que cela ne passe, n'est-ce pas, par le canal, par le circuit, n'est-ce pas, qu'on connaît. Si on vous lit entre les lignes, les douaniers sont-ils complices? C'est ce que vous voulez dire? Vous savez, le phénomène de corruption tel qu'il a pris des proportions chez nous me donne à croire que oui, on peut, pour un peu d'argent, les gens peuvent laisser passer ce type de phénomène. Je ne suis pas surpris, j'ai vu des choses beaucoup plus graves. Et où est donc passé notamment le nationalisme? Non, ça c'est d'autres valeurs. Vous surfez là sur des valeurs qui, je ne sais pas si ce sont des valeurs qui sont encore en partage dans notre espace géographique. Je ne sais pas si les gens partagent encore tout cela, nationalisme, patriotisme. Je crois que c'est des mots qui résonnent un peu en gag, n'est-ce pas? Personne n'y croit, personne n'y accorde de l'importance. L'autre innovation qu'ils ont apportée, et moi qui me semble assez importante, c'est qu'ils ont compensé, je vais dire, les valeurs avec le volume. En créant les pièces de 200, ils réduisent les valeurs. En fait, il y a toujours, la valeur reste la même, mais le volume est réduit. C'est-à-dire, au lieu d'avoir deux pièces de 100 francs, vous avez une seule, ou 4 pièces de 50, vous avez désormais une seule pièce d'égale valeur, mais avec un volume nettement réduit. Je crois que c'est des solutions qui peuvent tenir, parce qu'il faut le dire, la rareté des pièces avait ça déstructurait un peu la microéconomie, notamment le secteur informel. Vous savez, on est malheureusement dans une économie qui est à 80-85% et même un peu plus informelle. Et donc, c'est qui? C'est le taximane, c'est le colporteur, le vendeur d'ananas. Oui, qui, n'est-ce pas, peut perdre 2, 3, 4, 5 clients parce que, bon, je ne peux pas vous rembourser. Vous avez 1000 francs, vous voulez, je vais dire, un morceau, tu ne sais pas trop quoi, à 200 francs, mais je ne peux pas vous rembourser. Vous avez 500 francs, vous voulez pour 100 francs ou pour 150, je ne peux pas vous rembourser. Et donc, en même temps, ça crée un désagrément pour celui qui veut le service tout de suite et qui ne peut pas l'avoir. Vous ne pouvez pas savoir comment c'est désagréable de rester à attendre 10, 15 taxis qui passent et vous disent « Ah non, je ne peux pas vous rembourser, je n'ai pas de monnaie. » Entre-temps, vous avez un rendez-vous, vous ne pouvez pas prendre taxi, vous ne pouvez pas savoir. C'est désagréable pour le taxi également, c'est un manque à gagner parce que lui, il sort pour travailler. Pareil pour la petite vendeuse de je ne sais pas trop quoi, à qui vous ne pouvez pas prendre son fruit parce que vous ne pouvez pas... Donc, la microéconomie était vraiment très, très affectée. Et donc, il me semble que si aujourd'hui, ils doivent mettre l'accent, et ça, c'est l'administration douanière qui doit mettre un accent là-dessus, faire en sorte que désormais, véritablement, qu'on surveille le circuit d'exportation de manière à réduire. Et ça commence quelque part. Les Chinois qui rassemblent nos pièces, vous savez comment ils les rassemblent? Dites-nous. Il y avait, on parlait des machines à taper qui étaient installées dans les vous appelez casinos. ça quoi les machines à sous, oui. les salles de jeu. Les salles de jeu, effectivement, c'est le mot que je cherchais. Ils sont venus avec une espèce de machine là, salle de jeu, où vous mettez des pièces, vous pensez que vous êtes en train de jouer, alors que eux, ils sont en train de, je vais dire, de rassembler les pièces et à des fins d'exportation. Quand le phénomène avait commencé, on m'avait sollicité pour une petite étude là-dessus. Et j'ai rencontré, n'est-ce pas, quelques bonhommes qui étaient, n'est-ce pas, des gestionnaires de ces salles-là. Ils m'ont raconté comment ça se passait. Ils m'ont dit, non, voilà, quand nous, on a déjà rassemblé des pièces pour 20 millions, le patron, il nous demande d'ensacher, de mettre de coller les conditionnés dans des sacs, et puis il vient les emporter. Bon, il nous donne un peu d'argent. Bon, je leur ai dit, mais attendez. Donc, c'était pour revenir sur votre fameux patriotisme. Bon, lui, si on lui a donné, quand on lui a donné 3 millions, peut-être ayant porté le sac de 20 millions de pièces, on lui a donné 3 millions, il ferme sa bouche, et écoutez, lui, ça lui suffit. Et donc, il me semble que c'était important. Je dis, ils ont résolu le problème s'ils ont choisi, n'est-ce pas, un autre métal et l'alliage qui est de valeur réduite et qui va réduire un peu, n'est-ce pas, les appétits. Merci Edmond pour cette balise que vous venez de faire. Monsieur Ndoya, vous êtes politologue. Est-ce que là, cela démontre la faiblesse notamment de notre système, notre politique monétaire? Est-ce que quelque part, ça ne revient pas à ce que vous disiez tout à l'heure, comme quoi les Camerounais n'ont pas été suffisamment enseignés, peut-être exprès, sur les effets néfastes qu'un certain type de comportement pourrait avoir sur la machine, la macro-machine économique ou même microéconomie? Les pièces qui s'en vont, parfois on est complice. Comment expliquer cela? Deux choses. Première chose, il a dit tout à l'heure, la corruption généralisée. Quand on dit la corruption est la mère de tous les maux. Vous savez, quand vous allez aux États-Unis,
ou bien quand on lisait sur les systèmes sécuritaires américains, la première menace, le terrorisme vient en 7e position. Hein. Vous connaissez la première menace? Dites-nous, Moussa Ndoya. C'est la corruption. Et les Américains eux-mêmes vous racontent comment, par la corruption, ils ont démantelé des États entiers. La Chine que nous implorons aujourd'hui, dont nous nous plaignons de voler nos pièces, la Chine également a vu ces choses être volées. Quand vous voyez ce qui se passe entre la RDC et le Rwanda, c'était la même chose entre le Japon, un tout minuscule État, avec la Chine, un immense État avec les centaines de millions d'habitants qu'on bastonnait tous les jours. À cause de la corruption, vous avez entendu parler de la guerre de l'opium, etc. Tout à fait. Eux-mêmes vous racontent comment ils ont fait en Amérique latine, en Asie, en Afrique, etc. pour démanteler, collapse state, démanteler des États entiers par la corruption. Et vous avez vu, lorsque les Chinois ont mis des mécanismes de lutte contre la corruption sur pied, qui sont démontrés efficaces, Mao Tse-tung, Deng Xiaoping, plus tard, le reste, ça a suivi. Donc, tant que, parce que la corruption fait en sorte, vous installe dans une insécurité et un relativisme général. Total. Un titre foncier n'est plus un titre foncier. L'acte de naissance ne veut plus rien dire. Le diplôme ne veut plus rien dire. Je ne sais pas. Rien ne veut plus rien. Tout. Un gars peut être médecin aujourd'hui, il décide demain, grâce à son argent, qu'il est déjà politologue. Il va là à l'université. Le gars s'essaye, on lui donne la thèse. Il est politologue demain. Vous parlez là de nos universités ou alors est-ce qu'on ignore ce qui se passe? C'est les pratiques qui ont cours. Donc, là où vous êtes là, si vous voulez, je vous montre le chemin. Vous êtes docteur demain. Pas encore, parce que le chemin normal, Moussa Ndoya. Pour revenir à ce que je disais tantôt, c'est qu'il y a la corruption, qui est notre mal national profond et le mal de tous les États de la CEMAC que vous voyez là. C'est des États hyper, super corrompus. Il n'y a pas un pour sauver les autres. C'est la même chose. Les 6 États là. La deuxième chose maintenant, qui concerne également les 6 États, c'est le franc CFA. On va prendre, vous avez ces régimes corrompus là, ajouter au franc CFA un élément aggravant, on va injecter 500 milliards de pièces. Ça ne va rien changer. C'est comme si vous prenez un seau, vous coupez le bas et vous décidez de le remplir. C'est pour ça que je disais que vous pouvez prendre même les tuyaux de sapeurs-pompiers là, vous pompez l'eau dans le seau là, aucune goutte ne va rester là-dedans. C'est ce qu'on vit. Quand vous voyez pourquoi tous les autres pays ont réussi à résoudre le problème, en commençant par le Nigeria à côté, la circulation des pièces de monnaie là, c'est parce que nous sommes adossés à l'euro. On veut copier leurs histoires là. Sinon, si on avait un système autonome, financier autonome, qu'on mettait en équilibre, vous avez les billets de 10 francs, les billets de 5 francs, les billets de 100 francs, les billets de 1000 francs, les billets de 2000, les billets de 5000. Ailleurs, quand on regarde, on rit, on en rit, on se dit, ils ne sont pas évolués entre guillemets. Voilà. Et là, maintenant, ça allait faire en sorte que vous donnez 200, un billet de 500 à un taximan et vous remboursez votre billet de 100 francs. Le Chinois allait voler ça comment? Pour aller faire quoi de ça? Il allait manger. Mais quand vous mettez l'argent, qui est une matière rare, transformable pour être utilisé dans d'autres industries plus profitables, plus rentables, vous mettez ça et vous vous supprenez dans un contexte hyper corrompu, où quand un gars se lève le matin pour aller au travail, c'est comme s'il allait à un comptoir commercial. Il a les objectifs commerciaux qu'il doit réaliser à la fin de la soirée. Vous voulez dans ce contexte-là, vous dites que vous avez mis l'argent. Faites même ça en bronze de chez nous, de Bamoun. Les gars vont vous vendre ça. Le bronze, ça devient une valeur. Tant que vous faites, parce que toute pièce a une valeur. Edmond disait tout à l'heure que non, l'alliage est moins. Même l'alliage, même si on fait ça en cocotte, ça aurait une valeur. Qu'on peut, en aluminium, ça aura une valeur qui sera rentable que lorsque la pièce là est en circulation pour le Chinois. Moussa Ndoya. Non, il a raison. Non, il a raison. Parce que je vous ai dit, on ne peut pas exporter ces pièces-là en dehors des canaux, n'est-ce pas, des circuits classiques. Est-ce que les gars prennent... Parce qu'un inspecteur de douane, si vous avez un sac, si un Chinois a un sac, et ça c'est pour mettre l'accent sur le phénomène de la corruption. Si un Chinois a un sac de pièces d'une valeur de 50 millions de pièces,
Si on lui donne 15 millions, ben, il ferme les yeux, il n'a jamais rien vu passer. Il vous dit que c'est le bois qu'on a exporté. Edmond, les gens font comme si les Chinois rassemblaient l'argent. Ils priaient. Et puis l'argent disparaît, ça se retrouve en Chine. Non, c'est pas vrai. L'argent là passe devant les gens. Oui, ça passe devant les gens. Et je vais même vous dire, la corruption est en train d'atteindre des proportions dans notre État où on est là vraiment dans le schéma des pays d'Amérique latine, où vous aviez vraiment les généraux compradors, là, etc. C'est-à-dire que vous voyez, c'est un général, on dit on lutte contre la cocaïne, c'est un général qui porte la cocaïne c'est même lui qui a dans sa voiture de fonction pour aller déposer chez le narcotrafiquant. Parce qu'il en est des pièces qui sortent comme de toutes ces drogues qui entrent, les tramadol, etc. Tout à l'heure, je roulais avec un de mes petits-neveux et j'ai vu le nouvel hôtel de police qu'on a construit à côté de l'université de New Bell. Parce que moi, j'ai fait l'université de New Bell. Je disais, mais ces gars, c'est pour mieux placer ces bâtiments-là. Surtout pour le type de service que cela doit rendre. Il me dit même que tonton, c'est même pas ça le plus grave. Le mbanga que les gars fument derrière le bâtiment, là, c'est la magie. J'ai dit, quoi? Nous sommes en Makea. Il me dit que la drogue, on est là en plein camp de policiers. Il me dit que la drogue que les enfants consomment dans ce coin-là, c'est terrible. Je dis, ah bon? Comment ça derrière le commissariat pour dire que tonton, si tu veux voir, passe là-bas à partir de 21h, tente de marcher à pied là à partir de 21h, tu vas voir ce que les gars là vont te faire. Merci Moussa Ndoya. Pour vous dire que, je termine là, pour vous dire que quand vous prenez ces contextes hyper et surcorrompus qu'on a aujourd'hui. Parce que qu'est-ce qui se passe maintenant? Là, il parlait tout à l'heure de la douane. C'est valable pour les impôts, les autres. L'informatisation a un effet pervers. C'est qu'en réduisant les canaux ordinaires ou historiques de corruption, les gars sont obligés, les gars à leur train de vie, de développer. D'aller, non, au-delà de développer, d'aller vers les exactions les plus graves. Ça veut dire que quand vous informatisez, un douanier qui faisait la corruption sur les véhicules, les montres, les habits, est obligé d'entrer dans la drogue. Qui va lui rapporter plus. Puisqu'il a un train de vie Parce qu'il a un train de vie, il est obligé d'entrer dans les armes. Parce qu'il sait que là-bas, il n'y a pas de traçabilité. Parce qu'à partir de la voiture, dès que vous entrez, on va dire système CAM6, machin, tout. Il n'a plus de marge de manœuvre. C'est compliqué. Il est alors obligé d'aller vers l'extrême criminalité. Merci Moussa Ndoya. On revient à vous. Alors, monsieur Ndjok, il y a tellement de choses qui sont dites sur ce plateau, notamment les agents de douane qui versent dans pratiquement un chemin sur lequel on ne les attendait pas. Est-ce que cela ne met pas au bout du jour un problème et une question brûlante, notamment la déclaration des biens? Est-ce que si on était dans un état où à un moment donné, on sait, parce qu'en principe, si vous êtes fonctionnaire, on sait la masse d'argent que vous allez brasser tout au long de votre carrière. Est-ce que si on mettait un petit accent là-dessus pour contrôler les avoirs des uns et des autres, cela ne réduirait pas peut-être à une proportion congrue la grande corruption qui est devenue, vous avez dit qui est devant le terrorisme? Vous savez, il y a un économiste togolais, un très grand économiste que vous connaissez, Kakono Boko, qui a repris dans son dernier ouvrage, dont le nom est en train de m'échapper, mais il a repris une citation d'un sociologue français, Marcel Mauss, qui dit que la monnaie est un fait social total, qui est transversal, qui peut influencer l'être humain, même du point de vue psychologique ou spirituel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le problème de la monnaie pose la sempiternelle problématique de la question du leadership et de la souveraineté. Il a évoqué tout à l'heure le problème du franc CFA, qui est posé depuis les années 60. Des Camerounais, des éminents Camerounais ont travaillé dans, je ne veux pas seulement citer, mais monnaie et servitude. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les deux sujets d'ailleurs se rejoignent. C'est-à-dire que si on questionnait davantage le premier sujet, il pose le problème de souveraineté et de leadership. Parce que s'il faut fabriquer la monnaie, c'est un problème de recherche. Parce que c'est un problème de recherche qui permet qu'on fasse des alliages moins intéressants pour empêcher à ceux qui exportent la monnaie. Les chimistes de Ngoïkele ou bien de l'université de Douala entreraient en jeu. On verrait par exemple les mécatroniciens entrer en jeu. Et finalement, on aurait un circuit tout à fait intéressant. Oui, mais comme vous n'êtes pas
vous n'avez pas encore votre souveraineté. Vous n'êtes pas propriétaire. Ouais. Ce n'est pas vous qui donnez le là. Vous ne pouvez pas dire, comme il disait tout à l'heure, ou comme il expliquait, que bon, au lieu de donner les pièces, vous pouvez donner un travail, le papier. Vous convenez avec nous sur ce plateau, même n'étant pas économiste, je passe sous son contrôle que les pays où il y a moins de monnaie, on ne trouve pas ce genre de phénomène. C'est-à-dire que si on avait les gens sont en train d'éradiquer l'argent liquide partout. Mais comme on ne fait un mois ailleurs, vous ne touchez pas. Et il y a un problème des leaders. Parce que s'il faut des leaders, c'est d'abord un problème qui est politique, qui est géopolitique. Avant d'être... Parce que l'économiste, le spécialiste, est resté sur des aspects techniques. Mais maintenant, en amont, le problème doit d'abord être politique et géopolitique. Donc on vous contrôle, on pense pour vous ailleurs. Et on vous impose donc des solutions. Après 60 ans, on continue de penser pour oui, Moussa Ndoya, dans un instant. Alors, si vous permettez juste quelques secondes, Edmond Kouyaté, expliquez-nous, on veut comprendre. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer justement qu'on ne puisse pas migrer vers ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui la monnaie électronique? Est-ce que ce n'est pas un système qui serait assez intéressant et qui permettrait justement qu'on ne perde pas de l'argent en battant monnaie? Ce que je voulais vous expliquer, au Kenya, ils ont trouvé une solution, mais alors formidable. Ce que vous appelez les opérateurs de téléphonie, ils distribuent des téléphones, c'est des petits téléphones. L'M-Pesa. Oui, ils distribuent ça à tous les commerçants. Donc, tous les Bayam Salam qui vendent les légumes, les tomates, qui machin, ils ont des petits téléphones. Dédié aux transactions. Quand tu viens, tu achètes ta tomate, en fait, c'est des téléphones qui sont comme des ATM, des terminaux. C'est des terminaux en réalité. Vous voyez? Donc, tu as vendu pour 135 francs, le vendeur, lui, table là, et puis d'un coup, tu as reçu, et puis ça va. Donc, ça fait qu'il n'y a pas la manipulation, n'est-ce pas, du fiduciaire. Oui. Parce que c'est le fiduciaire qui entraîne tout cela. Alors, ce que je vais dire, c'est qu'il a posé un problème qui est fondamental. La perte de notre souveraineté sur un élément aussi important que la monnaie. Parce que, voyez-vous, ce problème, on le traîne depuis combien de temps? Depuis des années. Je vous ai dit, ça fait combien d'années qu'on m'a sollicité pour le problème des petites monnaies? Je crois qu'à l'époque, j'ai fait un rapport que je ne sais même pas ce que c'est devenu. Ça veut dire que le problème, il traîne depuis longtemps. Vous savez pourquoi ça dure? Dites-nous. Il faut attendre que quelqu'un en France décide. Pourquoi? Parce que la masse monétaire en circulation dans votre économie doit être contrôlée. Au-delà de ça, c'est un marché que le gars gagne. Et il y a des entreprises, c'est pas nous qui fabriquons cet argent. C'est pas vous. C'est un marché parce qu'il faut dire aux gens qu'on achète l'argent. Parce que, oui, bien sûr. On reviendra à Moussa Ndoya, vous allez nous expliquer dans quelques instants. Et donc, non seulement la masse monétaire en circulation dans votre économie doit être contrôlée. Vous savez que vous avez deux types de monnaie, la fiduciaire et la scripturale. Donc les gars ont déjà calibré les deux formes de monétaires en circulation dans votre économie. S'ils vous disent que la monnaie scripturale ne doit pas dépasser 80%, il faut que ça reste là. C'est pour ça également que vous pouvez avoir le plus beau projet de la Terre, vous allez voir un banquier, lui-même ce projet-là, ça l'intéresse, il sent que c'est important, mais il va vous dire je ne peux pas le financer. Pourquoi? Parce qu'il a atteint son quota de crédit. Pourquoi? Parce que le ratio PIB sur crédit chez nous est défini, il est plafonné. Le ratio PIB sur crédit chez nous ne doit pas dépasser 20%. Par exemple. On se bat pour les équilibres budgétaires et la maîtrise de l'inflation. C'est pour ça que parfois vous êtes dans des conjugaisons, des terminologies, je vous regarde, il a dit quelque chose qui est fondamental tout à l'heure. Mais cadets que vous formez dans les universités, quand ils disent qu'ils sont économistes, quand je cause avec eux 2 minutes, je comprends qu'il n'est bon à rien. C'est des choses qu'il ne peut pas comprendre. Parce qu'il va te parler des équilibres du PIB par habitant, du PIB monté. Je le regarde, je dis, je comprends qu'il ne comprend absolument rien. À qui la faute? Non, mais la faute, c'est tout simplement que nous ne pouvons pas rester. Nous ne pouvons pas rester. Et leadership. Xavier, dites-moi, comment est-ce que vous pensez que quelqu'un qui est arrivé chez vous, il vous a soumis à un phénomène abject, sa mission était d'ordre de spoliation. Il est venu, la colonisation, c'est la spoliation.
il est venu siphonner tout ce que vous avez et vous utilisez comme support, n'est-ce pas, pour l'aider à mieux siphonner. Comment est-ce qu'il a pensé un système? Il vous laisse ça. Comment est-ce que, à quel moment il passe de bourreau à messie? Au point où ce qu'il a mis en place, vous l'adoptez, vous vous agrippez et vous pensez que c'est par là, c'est votre chemin de salut. Non, mais votre système éducatif, il a été pensé par des gens, par vos bourreaux. Vous avez un il a été pensé par vos la colons. même chose qui est arrivée au pays d'Afrique. Comprenez un peu? Donc vous ne pouvez pas, c'est pour ça que je dis encore, peut-être que je vais sortir par là. Il y a quelqu'un qui a dit, pour détruire un pays, il ne faut pas aller jeter des bombes. Il faut toucher le système éducatif. Et au bout de 10 ans, vous avez les médecins qui pourront plus soigner. Vous avez de mauvais architectes, vous avez de mauvais avocats, vous avez de mauvais médecins, vous avez de mauvais économistes, vous avez tout est mauvais. Et je suis d'accord avec lui pour dire qu'il n'y a aucun secteur qui est épargné. Tous les secteurs sont mauvais. Vous savez ce que représente, voici, je parle sous le contrôle des médecins. Il vous dit qu'il a un procédé. Il va où? Au lieu d'optimisation du savoir. L'université, c'est le lieu par excellence de l'optimisation du savoir. C'est-à-dire, si ça les dépasse, oubliez, personne ne va plus rien faire. Il amène le procédé. On vous dit que les gens peuvent lire, mais ils ne peuvent pas isoler. Il va aller où? Vous voulez qu'il aille où? Voilà donc vos pharmaciens. Mais demain, ils vont vous bomber le torse en vous disant « Oh, je suis bac plus 7, je suis pharmacien. Oh, je suis bac plus 25. » Je ne veux pas acheter un médicament, vous toisez parce qu'il n'y a pas la monnaie. Oui, il vous dit qu'il n'y a pas la monnaie. Alors, Moussa Ndoya, on n'a plus que 3 minutes. Et les 3 minutes, elles seront réparties comme suit. Vous avez 1 minute. Alors, tout le monde aura 1 minute pour sortir. Parce que moi, je n'ai même pas grand-chose à dire. Alors-y, Moussa Ndoya. Est-ce qu'il est temps, par exemple, de faire comme les pays de l'Alliance des États du Sahel, c'est-à-dire faire une sorte de sursaut d'orgueil? Et on est bien sûr qu'au bout d'un certain moment, on a cette liberté politique et monétaire. Vous mélangez deux choses. Première chose, pour les États du Sahel, j'attends encore qu'ils aillent jusqu'au bout de la logique. Parce que pour moi, jusqu'à présent, ils ont posé ce qu'on peut appeler des prémices. Des prémices, mais pas encore. Ça n'a rien à voir avec la révolution chinoise de Mao, ou bien quoi que ce soit. Ou bien une rupture à la... je ne sais pas, comme les autres. Non. Ce que moi je voulais dire de plus fondamental pour moi, parce que vous avez évoqué tout à l'heure quelque chose que j'entends tout le temps, la déclaration des biens. L'article 6 de la Constitution. L'article 66, pardon, 66 de la Constitution. C'est la plus grosse arnaque de l'histoire de ces pays. Et tout le monde, dans un pays, ce qui est bien dans ce pays, c'est que les gens sortent un matin avec une arnaque. On répète ça et tout le monde se met à répéter. Tout le monde s'engouffre. C'est bizarre de rire des choses gravissimes comme ça. En fait, ce qu'on demande au système gouvernant camerounais depuis des lustres, c'est quelque chose de simple. Oui. Qui s'appelle la loi sur l'enrichissement illicite. Laissez l'arnaque, parce que l'arnaque de l'article 66, c'est quoi? On dit que bon, on trie une catégorie de personnes. On dit qu'en entrant en fonction, on dit que j'avais 3 télés, 2 immeubles, 2 voitures. En sortant, on vient vérifier. Mais si je prends dans ces immeubles-là, je mets au nom de mon petit frère ou de ma femme. On voit une petite fille de 20 ans qui a 3 immeubles. Oui. J'aurais trouvé mes 3 immeubles à mon nom. Tout à fait. Mais en fait, ma fille s'est enrichie de 10 immeubles. Ouais. Mais on pourrait aller jusqu'au bout, Moussa Ndoya, parce que là, on voudra chercher la source de provenance des immeubles de votre fille, par exemple. Non. Pas de peine ou de délit sans loi. Voilà. Pour vous dire ceci, aucune loi en l'état actuel ne permet au Cameroun de stopper un individu qui a une voiture de 20 millions et lui demander que tu as trouvé l'argent pour avoir ça. Voilà le problème du Cameroun. Alors, sous l'ancien gouvernement, notamment du président Ahidjo, il se raconte, il se susurre qu'il y avait une surveillance qui était extrêmement radicale. Est-ce que le même modèle n'est pas Laissez-moi la mythologie aujourd'hui. Du temps d'Ahidjo, vous connaissez combien de personnes dans votre village ou amis de votre père? Parce que les gens font comme si ce qu'on vit là a commencé aujourd'hui. Il faut qu'on arrête aussi de trop biacher. Vous savez, quelqu'un disait que la force de la nostalgie, c'est qu'elle réussit souvent à effacer les douleurs du souvenir. Les gens aujourd'hui souffrent tellement qu'il y a tellement de mythologie. Mais lisez même les médias, l'état patrimonial dont on parle, qui est l'état substantiellement corrompu.
est fait sous Ahidjo. Quand vous lisez même ses amis, les Ebo et consorts, Ahidjo est la logique du pouvoir, une décennie auprès du président Ahidjo. Vous lisez toutes les déclarations de Mongo Betty dans Peuple Noir. Pour vous dire que quoi? Les seuls problèmes, arrêtez de répéter cette arnaque-là. Vous passez à la télé tous les jours, contrairement à nous. Merci. La seule chose qui est nécessaire pour le Cameroun, c'est une loi contre l'enrichissement illicite qui permettra que chacun d'entre nous là, quand tu construis un immeuble, que n'importe quel procureur du fond de brousse ou n'importe quel officier de police, comme on parlait tout à l'heure, puisse avoir la possibilité légale de venir vous dire que l'immeuble que tu as encore construit là, tu as trouvé cet argent. Tant que vous n'avez pas fait ça là. Merci beaucoup, Andrea. Alors, on va sortir juste 45 secondes, monsieur Ndjok. Alors, que faire pour en sortir avec cette pénurie de monnaie? Est-ce qu'aujourd'hui, la BEAC s'illustre en sauveur? Qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher que les devises ne sortent ou encore que la monnaie ne sorte dans les prochains jours? Au-delà des raisons scientifiques qu'il a évoquées tout à l'heure, les systèmes d'alliage et autres qui sont pour moi peut-être ponctuels ou peut-être une forme de saupoudrage qui peuvent régler le problème peut-être pour quelques jours, quelques semaines. De manière structurelle, il faut travailler en profondeur dans nos États pour avoir notre souveraineté et construire les systèmes institutionnels qui vont développer des nouveaux leader. Merci, monsieur Ndjok. Alors on sera avec vous, Edmond, c'est vous l'économie 130 secondes. Quelles mesures prendre pour l'avenir? 30 secondes, 30. Ben écoutez, continuons déjà de végéter dans la solution qu'ils ont proposée. Il y a pas, on ne va pas faire de miracle. En attendant la prochaine crise de monnaie. En attendant la prochaine crise. Vous écoutez, il n'y a pas de miracle, on ne fait pas de miracle lorsqu'il n'y a pas... Avec des pères de 90 ans. Donc, merci beaucoup Edmond, qui a été économiste, politologue. Merci à monsieur Ndjok, vous êtes médecin et vous êtes anthropologue. C'est dans ce plateau composite qui nous a permis de comprendre ces questions que nous avons mis justement au devant de la scène ce soir pour en débattre dans un esprit libre ou encore avec des esprits libres. Nous vous disons infiniment merci mesdames, messieurs de nous avoir suivis. Dimanche c'est un autre jour, on se retrouvera sur Balafon Télévision avec une autre livraison de Accent 237. Il faut que tu aides